La seconde présentation sera faite par Roby Louis, certainement que vous connaissez. C'est l'un des fruits de notre fierté nationale avec plus style, nos premiers sismologues haïtiens. C'était deux jeunes diplômés en génie civil de la faculté des sciences en 2010, après le séisme, et ils ont été choisis pour étudier la sismologie à Purdue University avec le professeur Eric Kahn d'Indiana. Le mérite de ces jeunes chercheurs, c'est qu'ils ne connaissaient rien en sciences de la Terre, à part les cours en mécanique des sols et en... Et avec un bagage assez, j'allais dire, bas en anglais. Ils ont réussi brillamment leur programme de master et ils ont fait deux thèses qui sont vraiment des thèses d'actifs de l'histoire d'Haïti. Si Steve, que vous connaissez tous, est revenu pour travailler dans les conditions difficiles que vous connaissez tous, Roby a fait le choix de rester pour pouvoir mieux servir peut-être le pays. Il n'a pas coupé le cordon ombilical et il répond toujours présent à chaque fois qu'on a besoin de lui. Il va nous faire une présentation. Vous avez vu le résumé en anglais, mais sa présentation sera en français, j'espère, sur les mouvements des sols, sur une simulation sur les mouvements des sols après le séisme, de 7.1. Donc c'est un nombre de l'URGO, un nombre de excentré. Et la première présentation sera faite par Berthoud Dijon, qui est un pur produit du programme interuniversitaire ciblé du PIC. C'est l'une des premières thèses qu'on a eues avec Kelly Guerrier. Donc c'est un membre fondateur de l'URGO, pour être mieux. Il est très actif comme professeur à la faculté des sciences et il travaille parallèlement au laboratoire national du bâtiment et des travaux. Donc ce matin, nous avons vraiment des présentations de premier choix et je vous demande d'applaudir chaudement nos trois professeurs. Bonjour à toutes et à tous et merci Madame la modératrice professeur Robert pour le plaisir pour cette petite présentation. Le titre de ma présentation pour aujourd'hui c'est l'influence de la fusion dans le sol sur la stabilité des talus et comme application, donc nous allons voir un glissement qui s'est produit et à Kinskov-Maraudière aux environs de 2006. Sans plus tarder, donc voici le plan de cette présentation. Tout d'abord, nous allons voir la problématique des glissements de terrain au niveau de Kinskov. Ensuite, les objectifs que nous allons aborder au cours de cette présentation. Par après, voir les méthodes et les matériels que nous avons utilisés pour étudier l'influence de la succion dans le sol. Ensuite, les résultats obtenus à partir des essais de laboratoire et quelques comparaisons à partir des modélisations numériques que nous avons réalisées sur ce glissement. Et enfin, quelques conclusions sur cette présentation. Tout d'abord, la problématique. Comme constat, nous avons vu qu'en Haïti, nombreux cas de problèmes d'instabilité des pentes en Haïti sont enregistrés suite à des périodes pluvieuses. Et c'est normal, donc, et avec la période pluvieuse, donc, nous avons des problèmes d'instabilité et ce qui peut être compensé également par la période sécheresse, c'est ce qui amène la succion. Donc, c'est une fois la période pluvieuse arrive, donc, il y a diminution de succion et ça peut amener l'instabilité. Et comme cas d'étude, nous avons étudié le glissement de Kinskov-Maraudière et voir comment l'influence de la succion peut jouer sur cette stabilité en termes d'éléments stabilisants et l'apport de l'eau en termes d'éléments déstabilisants. Et voici le glissement de Kinskov-Maraudière que je vous présente pour cette présentation. Voici une vue d'ensemble du glissement. Ici, à ce niveau-là, voici une vue d'ensemble du glissement de Kinskov-Maraudière. Voici la tête du glissement ici avec un massif calcaire. Donc il a un comportement plus ou moins de sable, donc qui est très perméable. Au niveau de la zone ouest du glissement, on a encore le calcaire, mais il y a une couche latéritique en surface.
mais qui est de faible profondeur et ça ne joue pas vraiment sur la stabilité. Du côté est du glissement, donc nous avons encore la couche latéritique en surface, mais en profondeur à ce moment-là, on a une argile verdâtre qui est imperméable et cette argile joue un peu sur la stabilité au niveau de 15 corps. Au milieu, on a la plateforme de ce glissement et ici, on a le pied du glissement. Et comme phénomène qu'on peut constater au niveau de 15 corps, donc nous avons le relief accidenté, nous avons des problèmes de pluviométrie, et c'est normal, c'est une région à pluviométrie élevée, et deux formations, il y a la formation calcaire et la formation argileuse qui est très instable lors des périodes pluvieuses. Comme objectif pour cette présentation, tout d'abord, nous allons analyser la stabilité réelle du glissement de Kinskov, donc dans tout calcul de stabilité et un calcul de stabilité classique. À ce moment-là, on va déterminer les paramètres mécaniques effectifs du sol de Kinskov et analyser ce glissement en termes de facteurs de sécurité pour la zone de Kinskov. Par après, on va étudier l'influence de la succion sur cette stabilité, donc voir l'effet stabilisant que peut apporter la succion sur la stabilité. Et à ce moment-là, on peut coupler cette succion avec les effets de la nappe, avec différentes profondeurs de nappe pour voir si on peut simuler sur le glissement de Kinskov avec différentes profondeurs de nappe, les différents cas possibles à ce niveau. Et comme approche pour cette présentation, ce sont des approches statiques. À ce moment-là, donc, on va regarder les méthodes des tranches à travers le logiciel Geoslope et introduire les phénomènes de succion dans ce logiciel pour voir comment évoluer l'effet de cette succion sur la stabilité. Mais pour cette présentation, je parle de la succion, mais c'est quoi la succion? Donc, de manière simple, la succion peut se définir comme des tensions au niveau granulaire qui proviennent des forces d'absorption au contact au solide et des forces capillaires à l'interface eau-air. Donc, pour dire simple, donc, vous savez qu'en mécanique des sols, lorsqu'on étudie un échantillon de sol, il y a trois phases. Dans le diagramme de phase, il y a la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. Et l'interaction entre ces trois phases peut jouer et introduire le phénomène de succion. Et pour déterminer cette succion au laboratoire, donc, il y a un essai que nous avons réalisé sur les sols de Kinskov-Maroutière, c'est l'essai de coupe de rétention d'eau qui donne une relation entre la succion et la teneur en eau. Voici un exemple de coupe de rétention d'eau théorique retrouvé dans la littérature qui donne la succion en fonction de la teneur en eau. Et vous pouvez voir que l'important dans la succion, c'est que dépendant du chemin parcouru, donc on peut avoir un phénomène qu'on appelle le phénomène hystérésis. Donc l'allure de la courbe est différente dépendant du chemin parcouru. Donc si par exemple on parle de la dessiccation, donc dessiccation, c'est-à-dire qu'on part d'une zone saturée pour aller vers une zone non saturée. Donc à ce moment-là, voici la coupe empruntée par les points d'essai. Et lorsqu'on parle d'humidification, c'est-à-dire que l'échantillon était sec au départ, maintenant on amène l'échantillon vers la saturation. Et voici l'autre chemin parcouru par les points d'essai qui nous donnent une coupe de rétention d'eau. Et pour analyser cette coupe de rétention d'eau au laboratoire, nous avons utilisé trois méthodes qui sont la méthode de la suppression d'air avec les appareils de Richards. C'est une méthode très précise. Voici l'appareil de Richards ici. Comment expliquer cette méthode? C'est qu'on injecte de l'air à l'échantillon et après on attend la stabilité au niveau de l'échantillon ici et on maintient l'eau à la pression atmosphérique. Et
la valeur de la pression d'air injectée, c'est ce qu'on appelle la succion et par rapport. C'est une méthode très précise, mais ça dure longtemps parce qu'on a dû réaliser ces essais à l'ULB et ça dure environ 9 mois pour réaliser un essai complet sur nos échantillons. L'autre méthode très simple qu'on a utilisée également, c'est la méthode du papier film pour analyser également la succion dans le sol. Donc, voici la méthode ici, de manière simplifiée. Donc, on a le sol ici, les deux sols. On met 3 morceaux échantillons, 3 papiers filtres à l'intérieur du sol et on attend l'équilibre lorsqu'on met tout hermétique enfermé. Donc, après 4 jours, quand il y a l'équilibre, maintenant on peut alors déterminer la teneur en eau du papier filtre. Et c'est un papier filtre qui est déjà calibré. Donc, à ce moment-là, on peut extrapoler pour avoir la succion dans le sol. L'autre méthode qu'on a utilisée également pour déterminer la succion, c'est la méthode du Watermark. Donc c'est une méthode précise par rapport à la méthode du papier filtre. Donc à ce moment-là, on a une sonde Watermark. Donc on prépare l'échantillon dans une moule pour tord. Et à ce moment-là, on met la sonde Watermark à l'intérieur de l'échantillon et on peut partir soit d'un sol saturé ou d'un sol non saturé. Mais le mieux, c'est de partir à partir d'un sol saturé. À ce moment-là, on a la succion nulle lorsque le sol est saturé. Donc, lorsqu'on vérifie sur l'appareil que la succion est nulle, à ce moment-là, on peut commencer à placer l'échantillon à l'air libre. À ce moment-là, chaque 24 heures, on prend la mesure de succion directement pour le sol. Maintenant, pour aller plus vite, donc maintenant on a vu comment déterminer la succion expérimentalement. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça rapporte l'effet de la succion sur les équations en mécanique des sols. Donc en mécanique des sols, de manière classique, en laboratoire ou bien pour tous les géotechniciens, donc on considère 2 cas de sol, soit le sol sec ou le sol saturé. Et à ce moment-là, lorsqu'on fait des calculs, donc on est du côté moins économique à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on étudie le phénomène de scission, on prend les valeurs intermédiaires entre le sol sec et le sol saturé pour réaliser les calculs. Donc, en mécanique des sols, lorsqu'on détermine la résistance au cisaillement du sol, donc on utilise la loi de Moore-Coulomb et on utilise à partir des essais de laboratoire tels que cette réaction, les paramètres effectifs et puis on calcule. Ensuite, maintenant, lorsqu'on introduit les sols non saturés, donc on fait intervenir un autre phénomène, c'est la cohésion apparente. Donc il y a plusieurs équations dans la littérature. Donc il y a les équations de Fredholm, les équations de Van Abali que nous avons utilisées dans le cadre de cette présentation. Et voici la correspondance pour les deux. Maintenant, en termes de stabilité, également, lorsqu'on calcule la stabilité, donc il y a des équations simples pour les calculs de stabilité classique, mais avec l'effet de la succion, donc on a l'équilibre des forces et l'équilibre des moments qui se différencient. Et avec l'élargissement, donc voici les deux équations qu'on peut obtenir. Et quand on a l'équilibre, donc on retombe toujours sur les équations classiques de laboratoire. Et pour expliquer de manière théorique, dans la nature, la stabilité n'est jamais en dessous de la nappe. Donc, en général, le talus est au-dessus de la nappe. Donc, voici la nappe ici. Donc, dans le cas de sol saturé, donc, on utilise les équations de Moore-Coulomb et dans les sols non saturés, on utilise soit l'équation de Fredholm et autres. Donc maintenant pour la modélisation, donc voici le modèle que nous avons choisi pour les études au niveau de Mescoff. Donc nous avons considéré 2 cas de sol. Donc le sol, l'argile verte ici et le calcaire boisé, qui sont ces 2 sols qui amènent vraiment l'instabilité au niveau de Mescoff. Et comme approche dans la modélisation, donc nous avons vu les différents cas avec profondeur de nappe et les cas avec l'influence de la succion sur cette stabilité. Et pour la nappe, voici les différentes profondeurs de nappe.
donc, et les calculs à partir des modèles nous ont donné que pour les deux profondeurs de nappe superficielle, donc il y a l'instabilité, et pour les nappes profondes, donc on voit que le talus est stable. Et pour voir si un talus est stable, donc il suffit de voir si le facteur de sécurité est supérieur ou inférieur à 1 à partir des calculs et de stabilité. Donc pour introduire le phénomène destruction de la stabilité, nous avons regardé 4 approches. Donc les approches avec les effets de nappe et les coupes de rétention d'eau déterminées en laboratoire. Et ensuite les effets de nappe avec l'angle fibré qui est l'angle qui amène la succion dans le sol. Donc voici les 4 approches que nous allons prendre dans la modélisation. Et de manière simplifiée, nous avons déterminé les facteurs de sécurité et nous avons vu que lorsque la profondeur de nappe n'est pas vraiment étendue et la zone non saturée se rétrécit, donc à ce moment-là, ça ne joue pas vraiment sur le facteur de sécurité. Et lorsque la zone non saturée est très étendue, on voit que le facteur de sécurité est au niveau de Kinskopf-Maroutière augmente. Et pour voir un peu de manière à partir des modèles d'évolution de la succion dans le sol, donc comme on a vu dans les équations, ici on voit que dans la zone non saturée à ce niveau, que la pression interstitielle est négative. Donc voici les contraintes ici, les différentes tranches analysées. Et c'est arrivé à la profondeur de nappe, donc la pression interstitielle s'annule pour ensuite augmenter de manière positive. Pour la succion, c'est l'inverse. Donc la succion est positive dans la zone non saturée et arrivé à la profondeur de nappe, donc ça annule et ça reste annulé. Maintenant, l'influence de la succion sur la résistance, pour terminer. Donc on a regardé l'influence d'un cas avec calcul sans succion. Donc on a vu, voici le cas ici vert et la coupe verte ici. Et les différents cas avec succion, on a vu que lorsque la succion, on tient compte de la succion dans le sol, donc dans la zone non saturée, vraiment, la résistance de ces aliments augmente à l'aide de la cohésion apparente intervenue. Donc, comme conclusion, nous avons vu dans cette présentation différentes méthodes pour déterminer la succion dans le sol. Nous avons vu les méthodes simples avec le papier filtre et des méthodes très complexes qui durent plusieurs mois avec la méthode de Richards et autres. Et en Haïti, le modèle qui s'adapte le mieux, c'est la méthode de papier filtre qu'on peut utiliser à budget faible pour réaliser quelques études au niveau du pays. Ensuite, nous avons vu que l'eau, à travers les modèles, l'eau est l'élément défavorable pour la stabilité, ça amène l'instabilité, vraiment, parce que ça diminue vraiment le facteur de sécurité de la pente. Et la succion, comme on est dans un pays à 2 saisons en réalité, saison pluvieuse et saison sèche. Donc la succion amenée par la saison sèche le plus souvent, ça amène la stabilité du talus. Et en période pluvieuse, on peut avoir une diminution du facteur de sécurité. Merci de votre attention. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport au glissement de Maroutière, est-ce que tu as pu constater une modification dans les coefficients de sécurité après le séisme de 2010? Donc, en gros, est-ce qu'il y a un effet du séisme sur le glissement de terrain de Maroutière? En fait, il y a vraiment un effet du tremblement de terre sur la stabilité au niveau de Kinskopf. En réalité, dans ma thèse, j'ai regardé l'influence de la sismicité sur cette stabilité. Et à travers cette influence de la stabilité, l'influence de la sismicité sur cette stabilité, on a vu que les facteurs de sécurité diminuent considérablement lorsqu'on tient compte de l'accélération horizontale amenée par la sismicité au niveau de Kinskopf-Maroutière. Parce que dans ma thèse, j'ai fait une étude pluridisciplinaire. Donc j'ai regardé l'effet de la succion,
l'effet de la pluviométrie à travers des modèles de tranches et des modèles en éléments finis également, parce que j'ai arrivé à coupler dans le logiciel l'effet amené par les méthodes classiques et l'effet amené par les méthodes en éléments finis. Et vraiment, la sismicité joue un peu sur le glissement de Kinskov-Marotière. Je voudrais savoir, est-ce que le GIO continue à faire des mesures pour faire le suivi de ce glissement? Et d'après vous, aujourd'hui, est-ce que ce glissement est stabilisé malgré la présence de la couche d'argile qui est là? Et en période pluvieuse, est-ce que ce glissement peut encore se produire à Marotière? C'est que l'UGO n'a pas de moyens pour faire des suivis comme M. Trick a signalé lors de sa présentation, mais c'est un projet qui est en cours avec le professeur Dominique. On essaie de voir sur le long terme comment on peut, à l'aide des matériels placés sur place, sur le site, comment voir l'évolution de ce glissement comme on a fait au niveau de la carrière. Et l'autre question, c'était... Donc, la dernière fois, donc, on a réalisé une visite dans le cadre d'un projet. On a vu que le glissement continue. Donc, ça s'agrandit au niveau de Kinskov-Marotière et ça continue à évoluer. Ce n'est pas une question, c'est une réaction à la question de Petit. Et c'est vrai que c'est un aspect qui nous préoccupe. Et c'est pour ça que j'avais posé la question au professeur Trick concernant la télédétection. On fait quelques contacts, notamment avec l'ICNES, pour voir à partir des jeux d'images qu'ils ont, si on pouvait à la fois remonter un petit peu dans le temps pour voir comment avait évolué ce glissement et comment ça évolue, comment sur image, comment ça se poursuit. Et si ça se poursuit, c'est sans doute pas encore stabilisé. Maintenant, pour des équipements, ça pose un certain nombre de problèmes du point de vue logistique, d'une part d'avoir les équipements, et d'autre part, un phénomène qui n'est pas à sous-estimer, comment les sécuriser pour ne pas, quelque part, les perdre. Si on laisse je suis très admiratif de voir des équipements qui sont laissés sur place à la Capière. En Haïti, on a essayé avec et on les vole systématiquement. Donc, ce sont des défis, mais on travaille là-dessus.